Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises, puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation, puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. Pour moi, quand on parle d'égalité des chances en matière d'emploi, directement, je pense à l'inclusion sociale. Quelquefois, il y a peut-être des patrons, c'est encore trop vieux jeu. Aussi, on peut avoir de la discrimination tout simplement au niveau des tatouages. Pour certains employeurs, être tatoué, ça ne renvoie pas une bonne image. Une personne qui a plus d'argent peut peut-être avoir des études plus développées. Par exemple, les gens qui sont plus favorisés peuvent être dans des plus grandes écoles. Moi, je pense qu'aussi, ça joue de là où on vit, de la chance qu'on a de vivre sur une grande ville ou non. Et c'est surtout aussi aujourd'hui la nationalité qui peut jouer, entre guillemets, je pense, par rapport aux discriminations sur les CV, plein de choses aujourd'hui qui sont courantes. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Alors, bonjour à tous, je suis Frédéric Coste, je suis le président d'honneur de la Ligue des Jeunes Talents et je vais avoir la chance de vous animer ces 45 minutes, donc plus de 44 minutes maintenant, où la thématique c'est recruter autrement les bons outils. Donc on va voir cet après-midi, ensemble avec nos partenaires et experts, les bonnes pratiques, les bons outils pour recruter autrement. Mais vous pouvez voir qu'au bout, là, à côté d'Antoine, il y a une chaise vide. Ils vont se présenter, on va vous présenter un petit peu l'objectif, mais on va vous challenger, parce que comme il y a une chaise vide, on devait avoir une société Je ne suis pas un CV qui devait venir, de Lyon. Malheureusement, le Covid est passé par là. S'il y a quelqu'un dans la salle, vous allez avoir le temps de réfléchir après les 3 présentations, qui souhaite venir nous rejoindre pour partager un outil, une ressource, une bonne pratique sur recruter autrement,
je prendrai une main levée. J'ai déjà une main levée, mais j'ai dit le temps des présentations. Donc, peut-être que vous allez changer d'avis dans 1 minute. Alors, je vais d'abord passer la parole à Pascaline. Pascaline, vous êtes du groupe SOS. Qu'est-ce que c'est que le groupe SOS ? Merci beaucoup. Le groupe SOS, c'est une union d'associations. Donc, on est un peu plus de 600 associations, 20 000 employés en Europe. Et on existe depuis 40 ans, bientôt. Et au sein de ces 600 associations, il y en a une 50aine qui traitent uniquement de l'inclusion dans l'emploi, donc des structures d'insertion par l'activité économique, des acteurs comme des entreprises adaptées, des ESAT et Platformy, pour lesquelles je travaille. On reviendra dessus tout à l'heure. Merci Pascaline. Quentin, vous représentez la société ou l'entreprise d'inclusion, je ne sais pas comment on dit. Anjaro, qui est une société logicielle qui gère en fait toutes les problématiques de flexibilité au travail dans des grandes organisations en fait. Donc il va centraliser l'ensemble des demandes de staff dans les grandes organisations et qui va les allouer vers là où les bonnes personnes. Et en fait on touche au sujet d'aujourd'hui notamment parce que nous on va plutôt aller tacler tous les sujets de précarité au travail liés justement à ces sujets de contrat court et ces sujets de flexibilité au travail. Et on reviendra tout à l'heure au travers de 1 ou 2 portraits de réussite de vos outils. Après, vous avez pu voir, en gros, il y a marqué Fondation Mosaïque partout. On est accueilli par la Fondation Mosaïque et on a la chance d'avoir Antoine Maréchal qui représente Mosaïque Talent. Bonjour tout le monde. Normalement, vous connaissez la Fondation Mosaïque, donc une fondation créée par Saïd Amouche donc, il y a plus de 15 ans pour que chacune et chacun trouve sa juste place au regard de ses compétences et où on organise notamment donc, le sommet de l'inclusion économique et un certain nombre d'événements pour permettre aux recruteurs qui sont engagés pour l'inclusion de rencontrer des candidats issus de la diversité socioculturelle et principalement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Merci Antoine. Maintenant, je vais regarder dans l'Assemblée s'il y a une seule main levée. Alors, il y avait cette dame qui souhaitait intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir partager son expérience ? Il y a un monsieur. Alors déjà, je ne vais pas faire de la discrimination positive ou négative, je ne sais pas comment on dit. C'est parce que comme on n'a qu'une femme sur le plateau, je vais privilégier une main levée de femme. Désolé. Alors, on va vous accueillir. Alors, dites-nous tout, même punition que les autres. Qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes une association, une entreprise ? Et on verra dans un second temps la bonne pratique que vous avez à nous partager. Alors attendez, je ne vais pas m'asseoir. Donc, moi, je suis une entreprise qui s'appelle A Good Solution. Si vous Déjà, vous avez un bon nom. A Good Solution, exactement. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne comme une entreprise adaptée. Donc, j'appartiens au secteur des sociétés qu'on appelle, qu'on qualifie impact. Et donc, nous sommes une dizaine de consultants qui travaillons. Majoritairement, nous sommes tous en situation de handicap. Donc, ça se voit, mais pas tous les jours. Voilà. Et pourquoi je parle ? Notre métier, c'est quoi ? Nous intervenons dans les RH. On accompagne les transitions professionnelles de personnes qui sont devenues handicapées. On forme les managers, le personnel sur les sujets handicap, santé au travail. On est assez pointu sur le handicap psychique, par exemple, au travail. Et puis, on fait du conseil, ça nous arrive aussi, sur le handicap au sein des entreprises. Si je parle... Ne nous en dites pas plus. Voilà. Vous appelez Good Solution, c'est ça ? C'est votre nom ? Et on rentrera en détail un petit peu au travers de parcours de réussite sur votre outil. Alors, je vais revenir à Pascaline, parce qu'on a un timing, je vais le respecter, je suis désolé. Alors, n'hésitez pas, à chaque fois, à lever la main pour intervenir. Bon, on n'est pas à l'école, ne levez pas la main pour aller aux toilettes. Levez la main juste si vous avez des questions. L'objectif, c'est vraiment, on a des outils, on va vous proposer une boîte à outils, mais comme on est au sommet de l'inclusion, j'ose espérer que Saïd et ses amis ont invité des personnes ressources qui ont également des ressources à partager. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées. Monsieur, je vous redonnerai la parole à un moment donné, parce que vous avez souhaité venir, mais bon, là j'ai fait vraiment de la discrimination pure. L'objectif là, c'est vraiment de partager ensemble des bonnes pratiques. Pascaline, au groupe SOS, qui est une maison avec 50 entreprises, vous représentez la plateforme I. Déjà, ça veut dire quoi, le I de plateforme I ? C'est une très bonne question. C'est le I de Inclusion, Innovation, Impact. D'accord. Cette plateforme existe depuis combien de temps ? Depuis 11 ans. Donc, ça veut dire que vous avez, depuis 11 ans, un recul sur l'inclusion. Le mot inclusion n'existait peut-être même pas à l'époque. On parlait beaucoup plus d'insertion, oui. Insertion professionnelle. Alors, racontez-nous un petit peu la plateforme I, 11 ans de recul, donc des succès et des réussites. Et il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est 7 fois à terre, 8 fois debout. Vous avez dû échouer sans doute 7 fois pour trouver l'outil d'aujourd'hui. Quel est-il cet outil chez Plateforme I ? On en a plusieurs. En fait, on a
effectivement testé pas mal de choses. Justement, innovation, on en a pas mal fait. Et il y a plusieurs outils qui sont ressortis de notre expérience, en fait, historiquement, de connexion entre des personnes qui sont souvent discriminées à l'embauche et des employeurs qui recrutent. Et on voyait ce qui se passait quand il y avait cette connexion-là et quels étaient les freins qui se présentaient, quels étaient les leviers qu'on pouvait utiliser pour dépasser ces freins et quels gains on pouvait retirer d'avoir plus de mixité dans les équipes. Et donc, par rapport à ça, on a quand même initialement mis beaucoup de numérique en place et au fur et à mesure rajouté pas mal d'humains et notamment pas mal de bonnes pratiques de recrutement. En fait, on s'est rendu compte qu'avant de sensibiliser des managers à des bonnes pratiques pour avoir plus de diversité dans les équipes, c'était bien de leur apprendre à recruter déjà. Et par rapport à ça, les 3 principaux outils qu'on utilise au quotidien sont des méthodes de recrutement qui sont les entretiens structurés. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Alors, attendez, je vais faire un petit sondage. Qui connaissait le groupe SOS ? Oh. Donc on a un bon tiers de la salle. Qui connaissait la plateforme I du groupe SOS ? Là, on en a moins. Donc les entretiens structurés, qu'est-ce que c'est ? Entretien structuré, c'est le fait de poser les mêmes questions à chaque candidat pendant tout le process de recrutement, ce qui facilite énormément l'évaluation des personnes sur leurs compétences et leurs aptitudes à occuper un poste. Exemple de questions que vous leur posez ? En termes de, ça dépend du poste énormément, mais ça va être des questions situationnelles ou comportementales pour tester leur aptitude au niveau relationnel, au niveau informatique, au niveau management, etc. D'accord, donc continuez. Je vous ai juste coupé sur les questions. La suite des entretiens structurés. En fait, le deuxième outil qu'on utilise, ça va être les mises en situation professionnelles, qui sont top aussi, à la fois pour que le candidat se projette sur le poste, et donc décide si oui ou non ça lui correspond, et aussi pour que nous, on puisse l'évaluer, mais en situation réelle. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans le poste, mais qui ne sont pas très bons en entretien. Ce n'est pas un métier d'être candidat. Et troisième outil, et pas des moindres, le fait de recruter sans CV. Je ne sais pas si c'est un outil ou une méthode, c'est plus une méthode. Recruter sans CV, le CV c'est une machine à biais assez énorme, et le fait de ne pas l'utiliser permet vraiment de se concentrer sur les aptitudes et les compétences, et donc de voir comment la personne peut occuper le poste, et pas ce qu'elle a fait dans son passé. Merci Pascaline, on a compris les outils, on verra un petit peu un ou deux parcours après, en exemple de réussite. Je vais passer la parole à Quentin. Quentin, vous aussi, vous avez développé des outils en vous appuyant sur le numérique. Est-ce que vous avez un outil, parce que vous avez une palette d'outils, un outil qui a le plus votre affection dans tous vos outils ? Alors, on a plutôt un grand outil qui va, comme je le disais, qui va centraliser l'ensemble des demandes de staff de grandes organisations. Et nous, comme je le disais, on a notamment touché à l'emploi stable, on va dire, et on a cherché à aller stabiliser un secteur qui est celui de la précarité de l'emploi, qui continue de grandir encore et encore en France. Alors, pour donner un petit peu des idées du constat, en France, en 2010, il y avait 8% de la population qui vivait de contrats courts. On est passé aujourd'hui à 12% de la population active. Donc, c'est combien de temps un contrat court ? C'est moins d'un mois. Moins d'un mois, c'est vraiment la grande précarité, enfin les contrats courts. Donc on est, il faut le savoir, une société un monde du travail qui se précarise de plus en plus. C'est une réalité macroéconomique. Ça se voit dans des chiffres à très très grande ampleur. Et ça serait quoi l'explication, Quentin, de la précarisation du marché du travail ? Moi, j'en vois une principale qui est que le monde, il est de moins en moins anticipable. Le monde va de plus en plus vite et les entreprises, pour se protéger, elles ont eu un réflexe vraiment de protection qui a été de baisser le nombre de TP à revenu équivalent. Donc, pour parler très clairement, j'ai moins d'équivalent temps plein, le fameux ETP. J'embauche moins en CDI, comme ça, quand je dois ajuster, j'ajuste à la hausse et plus à la baisse. Alors, votre outil, comment il va essayer de pallier ? Alors, le monde du travail, le marché du travail mute, mais vous avez créé un outil qui va essayer un petit peu de faire un matelas qui va amortir cette précarisation du marché du travail. Exactement. En fait, c'est ce qu'on entend un petit peu tous les jours. C'est-à-dire que tous les managers, ils disent de plus en plus, j'ai plus de gras. J'ai plus de gras, c'est exactement ce que j'expliquais, puisque j'ai plus de collaborateurs tampons finalement. Ce qui fait que quand j'ai un absent, il faut à tout prix que je le remplace. Et donc évidemment, ces sujets-là deviennent des vrais sujets de continuité d'activité dans les organisations. On travaille avec l'éducation nationale. On a tous gueulé sur l'éducation nationale en disant que c'est un scandale que le prof de mes gamins soit pas remplacé en temps et en heure. Plein de sujets d'ailleurs, on peut en parler après. L'éducation nationale est bien mieux organisée que n'importe quelle organisation avec laquelle on travaille sur les sujets de remplacement. Mais mon point, c'est que c'est visible quelqu'un d'absent. Mais quand on manque trop d'effectifs, c'est visible partout. C'est visible parce que le rayon il est mal rangé, etc., etc. Alors le problème, c'est qu'on est de plus en plus dans l'urgence parce que c'est de plus en plus douloureux. Donc on va chercher quelqu'un comment ? Encore en 2022-2023 avec son téléphone. Et on va appeler l'ensemble de ses contacts pour venir faire un remplacement. 9 sur 10 vont vous dire j'ai autre chose à foutre aujourd'hui. C'est à peu près, je pense, des statistiques pas du tout empiriques, mais je pense qu'on est à peu près là-dessus. Nous, notre boulot, c'est d'organiser l'écosystème d'emploi d'une organisation
pour flécher le manager en recherche vers quelqu'un qui est réellement disponible au sein des personnes qui veulent faire des heures sup, des heures complémentaires, des viviers de vacataires, de l'intérim ou, et ça c'est le Graal pour nous chez Anjaro, ce qu'on appelle des salariés volants, c'est-à-dire que nos clients finissent par CDiser des CDD pour faire du remplacement. Et ça évidemment, nous qui combattons la précarité de l'emploi, c'est une vraie victoire. Donc si je comprends bien Quentin, c'est comme quand je vais dans les parkings des centres commerciaux, je lève la tête, je regarde les petits voyants rouges ou verts, et vous, ces petits voyants verts pour dire tiens, là, il y a une place de parking, mais vous, il y a un candidat disponible en vivier. C'est exactement ça, c'est quelqu'un qui est capable dans l'heure là, de venir bosser dans votre organisation. C'est le temps partiel du magasin d'à côté du même groupe qui veut bosser plus, mais en fait vous le connaissez pas, donc vous ne pouvez pas savoir que vous pouvez le solliciter ce matin. Et nous exactement, on va mettre le voyant vert si on doit continuer le parallèle exactement. Alors là c'est intriguant parce que je sais que dans la salle il y a des ETTI, des entreprises de travail temporaire d'insertion. Comment, parce qu'eux ils ont un modèle économique, ils se rémunèrent en plaçant leurs salariés en insertion, et vous êtes une sorte de facilitateur. Comment vous faites d'un point de vue économique pour imbriquer la logique financière et la logique masse salariale? Alors nous on fait du SaaS, donc on va vendre un abonnement, une souscription à notre logiciel pour qu'une entreprise puisse opérer sa flexibilité dans son organisation. Donc il y a déjà cette facilité finalement qui est que nous on n'est pas du tout sur un modèle économique transactionnel. Et notre objectif, notre North Star, comme on l'appelle dans le logiciel, ça va être d'arriver à 100% de taux de remplacement. On n'y arrivera jamais. Mais l'avantage, c'est que comme on est très souvent sur des marchés pénuriques, et on le sait un peu tous ici, je pense, on n'arrivera jamais à 100% en cumulant l'ensemble des méthodes. Donc moi, c'est plutôt un appel, c'est de dire aux gens, mais attendez, si vous avez du monde, mais venez, nous, on va vous brancher à Anjaro chez nos clients, chez les Sodexo, chez La Poste et compagnie. Et puis, quand il n'y a personne de disponible dans l'écosystème proche, on va pouvoir aller vers des partenaires de ces entreprises. Et c'est hyper vertueux. C'est clair. On verra un parcours tout à l'heure en revenant à vous. Merci Quentin. Ensuite, on arrive chez notre hôte avec Antoine Maréchal. Je sais que parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la Fondation Mosaïque, il y a le cabinet de recrutement Mosaïque, et Antoine lui représente Mosaïque Talent. Qu'est-ce que c'est que Mosaïque Talent et ce bel outil? Alors Mosaïque Talent, c'est une plateforme qui a été lancée donc en 2018 sous le nom diversifiervostalents.com. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, je vois des petits hochements de tête. Qui connaît Diversifier vos talents? Par la main levée. Très bien, il y a pas mal de personnes qui connaissent. Et du coup, on a donc renommé la plateforme Mosaïque Talent, qui est devenue plus complète, plus ergonomique, plus performante. Et donc Mosaïque Talent, c'est un outil qui permet donc de centraliser d'un côté tous les candidats issus des quartiers qui sont disponibles, qui sont compétents et qui veulent valoriser leurs compétences auprès des recruteurs. Donc aujourd'hui, on a plus de 50 000 talents qui sont inscrits sur Mosaïque Talent. Et de l'autre côté, les recruteurs peuvent venir diffuser leurs offres gratuitement, c'est important de le préciser, parfois j'oublie mais c'est important de le dire, gratuitement sur la plateforme, et dès que l'offre est publiée, il y a une shortlist qui se met à jour grâce à un algorithme de matching avec les profils les plus pertinents, les plus en adéquation avec les compétences demandées sur l'offre. C'est ça qui est important, c'est qu'on est sur une logique de compétences évidemment. On n'a pas fait le choix du 100 CV comme plateforme I par exemple, mais on a choisi d'aller au-delà du CV avec des tests, donc notamment ceux d'Assess First qui permettent d'identifier la personnalité et les motivations du candidat, ou ceux de Job Ready qui permettent d'identifier les soft skills du candidat et donc de valoriser un profil au-delà d'un simple CV, vu que le CV ne permet pas de voir l'exhaustivité des compétences d'un candidat. Donc là, on est vraiment sur les compétences exhaustives. Automatiquement, l'algorithme, il pousse au recruteur les candidats qui correspondent le plus, et lui, il peut consulter les coordonnées pour planifier un entretien et du coup avoir un recrutement derrière. Et dans l'autre sens, on a aussi donc le fonctionnement inverse. Le candidat, dès qu'il crée son profil, il a toutes les offres qui lui sont recommandées selon les compétences nécessaires, et il peut contacter le recruteur pour décrocher un entretien et un recrutement. Donc ça a vraiment vocation à créer cette rencontre qui manquait entre des recruteurs qui souhaitent s'engager mais qui n'arrivent pas à accéder au profil de la diversité socioculturelle, et ces profils qui souhaitent rentrer dans des entreprises et dans des postes qui correspondent à leurs compétences, mais qui peuvent être confrontés à des plafonds de verre, à de l'autocensure, à des discriminations, en tout cas un process non inclusif du recruteur. Donc voilà, on recrée ce process d'égalité des chances face à l'emploi grâce à l'outil. Et je le rappelle, il est gratuit, donc vous pouvez juste aller sur la plateforme mosaïquetalent.com. Là, il manque le .com, donc voilà, je le précise. C'est comme chez Carglass, oui. Voilà. Et du coup, vous créez votre compte, vous accédez à des candidats et vous les contactez dès ce soir pour les recruter.
Et est-ce qu'il y a toujours le pourcentage? Je sais que moi, je l'ai fait, le test Shape, Brain, etc. À la fin, il y avait le pourcentage de matching par rapport aux opportunités d'emploi. Est-ce qu'on matchait à 60, 70, 80%? Il y a toujours? Exactement. Donc, dans les deux sens, quand on est candidat, on voit le taux de matching par les compétences avec les différentes offres. Et quand on est recruteur, quand on diffuse une offre, on voit la liste de candidats qui apparaît avec le taux de matching. Alors, évidemment, il ne faut pas le prendre bec et ongle. Il ne faut pas refuser un candidat parce qu'il est à 60% versus 65% pour un autre. Mais il faut les contacter et c'est vraiment un facilitateur pour identifier les candidats qui ont les compétences. Merci beaucoup, Antoine. Alors, j'ai oublié votre prénom, je vais vous appeler Madame X, non? C'est comment? Non, Marie-Agnès. Marie-Agnès, Madame M. Présentez-vous alors votre structure. On a vu en gros, vous étiez une entreprise d'insertion pour les personnes. Alors là, on a vu la précarité. Là, c'est plutôt les personnes en situation de handicap. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil pour faire ce matching? Alors, juste pour repositionner dans mon parcours, donc ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet du handicap, de l'emploi, et avant, on ne parlait pas d'inclusion, on parlait d'insertion. Pendant pas mal d'années, j'ai dirigé un groupement d'employeurs qui faisait de l'insertion par la qualification dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et au début, on a beaucoup transpiré sur comment on pouvait pousser des profils. Genre, je prends un exemple, un maçon qui veut devenir réceptionniste d'hôtel. Déjà, c'est bien, il savait ce qu'il avait envie de faire. Donc, on a beaucoup phosphoré avec ça. Et dans mon parcours de vie, j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui un partenaire principal, puisque là, on parle outils. Donc, nous, on travaille beaucoup avec Monde Ketaï, même exclusivement. Monde Ketaï qui est maintenant basé en Touraine, qui a fait évoluer aussi son modèle, parce que ça a été créé il y a déjà une dizaine d'années. Et Monde Ketaï permet aussi un accès aux personnes qui ont des déficiences visuelles ou auditives ou autres, ou 10, d'accéder aussi à des tests qui vont mettre en avant les soft skills. Donc on s'intéresse surtout à ça. La problématique de quelqu'un qui est devenu handicapé, c'est pas le métier que je savais faire avant, parce que je pourrais plus le faire. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai gagné et autour de ce métier. Je vais me permettre de vous couper, on reviendra aux soft skills. Moi, j'aimerais, parce que le soft skills, ça fait maintenant 5 à 10 ans que je l'entends parler, j'aimerais que chacun de mes intervenants me donne une soft skills. Pauline. Pascaline, du coup. Pascaline. Marie-Agnès. J'aurais pu dire la mémoire, mais... non, le relationnel. L'humour, en fait, l'humour, une bonne soft skills. Le relationnel. La mémoire, alors. Alors, je sais pas, ça c'est une math skills, c'est une math skills. La curiosité, mais il y a toute la liste sinon qui est disponible sur le site de Job Ready, donc je fais de la pub. Mais il y a vraiment toute la liste. La curiosité. Pourrez, Et pour vous, Marie-Agnès? Je prends un exemple simple à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui sait s'organiser, qui est autonome dans son travail, parce que ça, il l'a acquis au sein de son travail, quel que soit le niveau de responsabilité. Ok, je ferme la parenthèse, on peut revenir sur justement le process identification des soft skills. Alors, on va identifier les soft skills. Donc, le candidat peut le faire tout seul, et c'est mieux en autonomie, mais parfois, on est obligé d'accompagner les personnes. Voilà, donc on apprend aussi à faire ça. Et donc, du coup, ça lui permet aussi d'être autonome par rapport à son profil et d'apprendre à mettre en vocabulaire, à traduire en vocabulaire RH ses compétences douces, comme disait la dame d'Orange tout à l'heure, j'aime bien ce terme, ses compétences douces. Et il a un joli petit dossier, son CV, il a quelque chose même qu'il peut utiliser à son bon vouloir quand il veut se présenter quelque part. Et en plus, bon là, ça rejoint ce que vous faites. Donc, il y a un matching métier, un matching univers métier, parce que nous, on travaille beaucoup avec des gens qui doivent changer d'univers métier, et un matching offre d'emploi. Et là, on vient d'innover cette année, puisqu'on a mis en place une solution gamifiée pour cibler justement... Avec Monkey Time, toujours avec Monkey Time, une solution gamifiée. Ça a été fait en partenariat avec la région Rhône-Alpes. Tours est en Rhône-Alpes. Oui, parce qu'on a des partenaires. Oui, mais nous, on travaille là, on veut bien nous payer, nous. Donc, en fait, je suis parfaitement vénale, je suis très à l'aise avec ça. Donc, du coup, on a fait une version gamifiée qui s'est rodée, qui s'est améliorée. Et là, on cible plus particulièrement des gens plus jeunes ou des gens qui ont une difficulté à la lecture. Donc, on vous emmène dans un univers avec un personnage. Et au bout du chemin, vous avez votre petit dossier avec la présentation de vos soft skills. Et c'est ça qu'on met en avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ressortir les compétences douces et les aptitudes, les potentiels. Donc, vous formalisez les soft skills au travers d'un outil que vous appelez la gamification. Oui, c'est ça. Pour les personnes qui ne savent pas trop à l'aise avec la lecture. Voilà, soit qui ne savent pas lire du tout, soit qui ne sont pas à l'aise, soit qui sont, par exemple, dyslexiques.
Les 10, oui. Voilà, donc ça va être plus simple. Et puis, ça peut, ou d'autres problèmes cognitifs, et ça va leur permettre de rentrer. Parce que la plus grande injustice que moi j'ai vue depuis plusieurs années, c'est tous les tests de personnalité qu'on peut utiliser dans les RH, et j'ai fait énormément de recrutement. En fait, on n'a jamais l'outil qui va bien pour quelqu'un qui a une particularité, une singularité. Et donc, du coup, le test n'est pas accessible à cette personne. Donc, il ne va pas passer dans les tuyaux, j'appelais ça comme ça, de recrutement, notamment des grandes entreprises. Il ne va pas passer les cuts. Ok, voilà. Ça me va. Alors là, on a fait la première séquence, un peu présentation des outils et des experts. Est-ce que vous avez un premier niveau de questions sur les outils, que ce soit précarité, mise en relation de vivier, etc. Alors, j'ai 2 dames là-bas. Alors, nom, prénom. Alors, est-ce qu'il y a un micro mes co-coachs de la salle, est-ce qu'il y a un micro? Oui, il paraît que ce n'était pas prévu de faire intervenir la salle, mais je me dis c'est un peu triste. On vous écoute. Votre prénom et votre structure. C'est pour moi encore tout petit, mais ça commence à venir. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est grâce à la tension sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, partout, on court après des candidatures. Or, déjà, la plupart des gens, ils sont déjà dans les boîtes. En gros, il y a 8% de la population française, je parle population française, est concernée par un trouble 10. Ça veut dire que statistiquement, dans chaque organisation, il y en a à peu près pareil. La plupart de ces personnes-là ne sont pas déclarées en travaillant administrativement handicapés. Et qu'est-ce qu'ils font dans le travail? Ils se mettent en retrait. Parce que moi, je suis 10. Imaginons, c'est dyslexique, dysorthographique, etc. Donc, c'est compliqué pour moi. Je viens en formation, on me file un pavé comme ça. Donc, déjà, j'ai peur. Et donc moi, j'anime des formations sur la dyslexie. J'étais formée pour ça. Ça fait plein d'années. J'ai eu aussi un enfant qui m'a fait plonger dans le sujet. Voilà. Et c'est très compliqué encore dans le monde du travail. Je vais prendre l'exemple de mon fils qui est jeune homme maintenant, qui a fait des études, qui est sportif de haut niveau, qui a intégré une entreprise. Et je lui ai dit un jour, mais je prends cet exemple-là, qui est très révélateur. 20 ans, en CDI étudiant. Est-ce que tu as parlé de ton problème de 10 ? Non, parce que maman, les cotorep au magasin, c'est que des daronnes de ton âge. Excuse-moi de te dire ça, mais je n'ai pas du tout envie d'appartenir à ce club. Ça, c'était il y a 2 ans. Une grosse boîte capable de faire des CDI étudiants. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail encore à faire sur le terrain. Pour pas que les jeunes s'autocensurent. S'autocensurent parce que c'est pas sexy de dire je suis 10. Ah, je suis 10. Mais dans la vie de tous les jours, après, quand ils sont bien accompagnés, les enfants apprennent à faire des stratégies de contournement. Donc là, on va avoir une population qui est plus aguerrie par rapport à ça que celle qui se cache dans les entreprises. Et on a des pépites. Parce que, comme dit madame, les 10, en général, ont surdéveloppé d'autres capacités. C'est vrai sur d'autres handicaps, mais voilà. Alors, madame M, on va prendre d'autres questions. Parce que je vous sens prolixe sur le sujet et je me dis, je vais être élégant, je vais attendre la fin de la phrase. Deuxième question. Le groupe Inditext. Non, pas du tout. Non, pas le groupe Inditext. Non. Inditext, c'est Zara, nous, on est Lacoste. Ah oui, pardon. C'est pas votre journée, hein. Ah, il va falloir que je travaille ma mémoire. Je ne sais pas si vous allez passer au filtre du recrutement. Hein. C'est aussi la précision en soft skills derrière. Je suis bénévole aujourd'hui, rassurez-vous. C'est le groupe MF Brands. Ma question, elle est plus large. En fait, vous parlez beaucoup d'outils digitaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans les outils de recrutement ? On a 2 algorithmes là. Antoine. En fait, il y a beaucoup de risques qui sont souvent évoqués avec les intelligences artificielles. Donc, il y a par exemple l'exemple d'Amazon qui avait fait un algorithme de recrutement à un moment et où l'algorithme il était auto-apprenant, c'est-à-dire qu'il a vu que les recruteurs, c'était je crois pour des profils d'ingénieurs, demandaient que des hommes. Donc, il s'est adapté, il a poussé que des hommes. Donc, on voit que ça peut être totalement discriminant si on laisse sans garde-fou. Mais du coup, il y a la possibilité de créer des garde-fous.
de ne pas faire des algorithmes auto-apprenants qui, à un moment, vont se comporter comme des humains et vont devenir discriminants, du coup. En fait, régler l'algorithme, nous, c'est le travail qu'on a fait sur Mosaic Talent avec un partenaire qui s'appelle Data for Job, pour définir nous-mêmes les critères qui n'étaient pas discriminants et qui étaient que basés sur les compétences, pour s'assurer que l'algorithme va être vraiment un outil qui va permettre de faire de l'inclusion. Et derrière, ça sera toujours le recruteur qui devra avoir aussi sa formation lutte contre les discriminations en tête, être sensible à identifier ses propres biais, et qui va prendre la décision finale de recrutement. Mais du coup, ça peut être un outil qui devient inclusif, mais il faut se méfier des outils qui peuvent être complètement discriminants, quoi. Voilà, ça veut tout et rien dire, mais désolé. Ça va être complété par Quentin. Ouais. Moi, je suis un peu plus sévère envers les algorithmes, dans le sens où déjà, je pense que c'est un assez gros mensonge de parler d'IA dans les RH à l'heure actuelle, technologiquement parlant. C'est-à-dire que l'auto-apprenant, il est quand même rarissime, pour pas dire que moi je l'ai jamais vu personnellement dans les ressources humaines, ou en tout cas pas à un niveau satisfaisant. C'est un peu ce que tu viens de dire, quoi. Et donc déjà, il faut un peu retirer ce mythe. Il y a des algorithmes assez simples, des arbres de décision techniquement, qui vont permettre de faire si A égale telle branche, si B égale telle branche, mais on n'est pas vraiment dans l'auto-apprenant comme ce qu'on peut voir. Ensuite, la deuxième partie, c'est que maintenant que j'ai dit ça et qu'on n'a pas abouti technologiquement à quelque chose qui peut remplacer l'humain, parce que l'IA, c'est ça, hein, l'idée c'est de créer une intelligence qui est capable de copier l'humain d'une certaine manière. Tant qu'on n'est pas ça, il vaut mieux aller miser sur de la data, sur de l'échange d'informations qui va permettre d'augmenter la capacité de l'humain à prendre des bonnes décisions, plutôt que d'aller miser sur quelque chose qui va prendre la décision à la place de l'humain, parce que technologiquement, je pense qu'on est un peu loin du compte, quoi. Est-ce que ça a répondu à votre question? Madame? Ah, on a un micro, super, merci beaucoup. Merci, bonjour. Donc Leïla Rose Desordons, je travaille à l'AFDAS, un OPCO. Sur les métiers du numérique? Pardon? Sur les métiers du numérique? Non. Non? Industrie culturelle, mais c'est pas grave. Vous devez être un peu 10 aujourd'hui. Un peu 10, pas. J'assume. Non, j'ai une question en fait à vous écouter. Pardon, parce que l'AFDAS... C'est un opérateur de compétences qui s'occupe des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs, des secteurs de l'industrie culturelle et voilà. Montage, hein. Je vais faire comme le late show. On coupera au montage et on remet voilà. ça. C'est en direct là, cher ami. C'est ça. Ah, c'est en direct, mince. Et on finance la formation des salariés. Voilà. Donc, ma question, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a souvent des grosses entreprises qui témoignent de l'utilisation de ces outils. Et je m'interroge, est-ce que les petites entreprises peuvent utiliser vos outils? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des TPME et justement de l'inclusion? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Merci. Moi, je veux bien répondre. Du coup, effectivement, nous, on a beaucoup de grandes entreprises qui publient donc les offres avec des gros volumes, comme Carrefour, Sanofi, BNP Paribas, Total Energy, bon, il y en a plein. Et à côté de ça, en fait, ce qu'on a fait comme choix, c'est de laisser la plateforme totalement gratuite, justement pour permettre aux TPME, aux associations, d'accéder aussi à ce vivier. Et typiquement, on a par exemple des structures comme Unicité qui diffusent aussi tous leurs posts sur la plateforme, qui ont déjà fait des recrutements. Les associations de l'ascenseur, donc qui œuvrent aussi pour l'égalité des chances, qui passent par la plateforme pour recruter. Et c'était vraiment la volonté de Saïd de faire que l'outil soit universel et que l'inclusion ne soit pas le sujet juste des grands groupes, mais que tout le monde puisse en faire, quoi. Voilà. Merci Antoine. Pascaline, pour compléter? Oui, je complète rapidement. Les TPE et les PME, c'est extrêmement intéressant de travailler justement avec elles parce que ça fait un gros volume de recrutement. C'est peut-être plus difficile pour nous parce que ça veut dire qu'on a une multiplicité d'acteurs et qu'en plus, il n'y a pas forcément de recruteurs ou de responsables diversité et inclusion en interne qui peut gérer pas mal de communication. Mais derrière, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a une agilité et une possibilité de changer les pratiques de recrutement qui est très rapide. Et ne serait-ce que dans tout l'univers de la construction, dans le bâtiment, dans les métiers de service à la personne, etc. On a énormément de petites structures qui, justement, peuvent s'intéresser aussi face à la pénurie de candidatures. Je crois qu'en général, les entreprises elles reçoivent moins de 9 CV par offre d'emploi publiée. Donc, face à ça, comment on a plus de choix? On ouvre le sourcing et on s'intéresse à plus de viviers de talents, quoi. Et donc, comment on fait pour savoir bien les évaluer en entretien? Voilà. Mais c'est super intéressant de travailler avec eux. Est-ce que ce n'est pas toujours couplé à la formation? Non, un peu plus à des outils. Mais effectivement, on peut avoir de la formation pour former des ambassadeurs qui vont ensuite, derrière,
adapter à chaque fois les méthodes et pouvoir dupliquer ça en interne. Mais sinon, on donne juste des outils et puis après, ça rentre assez facilement. On poursuit. Et votre question? Il y avait une question par ici. Mathilde Brognard, je travaille chez General Electric. Et en fait, on a plein de zones géographiques où on a beaucoup de métiers en tension, que ce soit Cherbourg, que ce soit Saint-Nazaire, que ce soit Aix-les-Bains. Et est-ce que vous avez des choses qui sont adaptées localement ou est-ce qu'il y a des possibilités pour que les gens déménagent parce que ça devient vraiment quelque chose d'important. Donc, est-ce que vous accompagnez aussi sur Alors, toute la cette décentralisation, qui veut répondre sur la décentralisation des ressources humaines? Je peux tenter, Quentin? mais c'est un sujet qui est hyper complexe. Je pense qu'il est hyper complexe parce que la nouvelle génération, elle a un rapport au travail qui a beaucoup changé. Donc malheureusement, la mobilité géographique sur du long terme, elle a sans doute, en tout cas, elle est plus difficile à mettre en œuvre sans doute que la génération de mes parents. Par exemple, moi, j'ai connu l'ascenseur social de mon père justement grâce à la mobilité chez EDF. Et on déménageait tous les 2 ans. C'est quelque chose, je pense, qui est beaucoup moins accepté. Je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins accepté par la génération actuelle, qui va plus se servir du travail comme un levier perso, mais qui va le mettre derrière sa vie de famille, etc. Ce que je peux comprendre, parce que moi, personnellement, je sais que mon frère et ma soeur en ont beaucoup souffert de ça, et donc ça a des backfire un peu sur la vie perso qui ne sont pas forcément maîtrisables. Maintenant, je reviens plutôt sur la première partie de votre question, qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Moi, ça, c'est mon métier, la pénurie de main-d'œuvre. Je connais super bien, c'est mon business. Voilà. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les entreprises, souvent, sont moins en pénurie qu'elles le pensent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a souvent une certaine forme de désorganisation. Alors, je vois un petit peu faire la moue, je m'explique. On a 7% de chômeurs en France. On n'est pas au plein emploi. On est peut-être un marché un peu plus lent qui fait que en effet, le plein emploi, il est peut-être plus à 5, 6 qu'à 4 comme au Royaume-Uni, mais le fait est qu'on n'est pas au plein emploi. Et donc, on est plus dans une problématique de rencontre entre l'offre et la demande, de vélocité du marché du travail, de capacité à identifier les ressources disponibles, plutôt que réellement un problème de nombre de personnes disponibles sur le marché de l'emploi. Et c'est quelque chose qui doit vraiment bien être compris, c'est que si le marché du travail, il déstabilise autant les RH d'où je viens, parce que j'étais RH avant de lancer ma boîte, surtout parce que le marché du travail, il va beaucoup plus vite, il est beaucoup moins maîtrisable qu'il ne l'était il y a 10-15 ans quand on a commencé à bosser, quand j'ai commencé à bosser. Donc ce sujet-là, qui est de dire je vais aller maximiser notamment l'existant et je vais m'arranger pour mieux aller attraper le demandeur d'emploi, en fait c'est une façon de recruter qui est complètement différente. Je vous donne un exemple très concret, après j'arrête mon petit monologue, mais il est assez important celui-là. On bosse avec des EHPAD, un réseau d'EHPAD. Tout le monde est d'accord ici pour dire que les EHPAD, ils sont en pénurie. D'auxiliaires de vie, aides-soignants, enfin franchement les pires ressources à recruter en ce moment. On s'est lancé sur je ne vais pas les nommer, mais sur un réseau d'EHPAD, 70 EHPAD dans l'ouest de la France, où ils nous disaient mais nous votre truc ça marchera jamais parce qu'on n'a pas de vacataires, en fait on est en pénurie, donc quand on trouve quelqu'un on l'embauche en CDI et puis terminé quoi. On leur a fait ok, vous savez quoi, on va proposer à votre personnel en temps partiel subi et aux gens qui veulent faire des heures supplémentaires s'ils sont volontaires. 70 EHPAD, premier mois d'utilisation, 1500 journées de volontariat pour travailler plus. Mon point, c'est qu'il y a un moment où en France, on a des temps partiels subis, on a des gens multi-employeurs, on a les chômeurs de catégorie C qui veulent travailler plus. Ces gens-là, en fait, c'est juste une nouvelle manière de recruter, c'est juste une nouvelle manière d'aller voir le marché du travail. Mais ce n'est pas une question de pénurie, c'est une matière d'organisation et c'est une façon de voir les ressources humaines qui est c'est un logiciel à changer, puisqu'on parle de solutions dans les ressources humaines. Il faut voir les choses d'une autre manière. Les vieilles méthodes ne marchent plus, ça c'est vrai. Les gens en ont ras-le-bol de postuler, les gens en ont ras-le-bol de se faire traiter comme de la pendant 5 entretiens pour finalement pas avoir le job. Moi je pense qu'on est plus là-dedans, une question de vélocité, une question d'identification de la ressource, que dans une réelle question de pénurie. Merci Quentin. Avant de passer la parole à Marie-Agnès pour la décentralisation, là vous avez 4 têtes de réseaux qui ont des dispositifs, mais il faut savoir qu'au niveau national, vous avez NQT, vous avez les clubs FAS, vous avez les dispositifs sans chance sans emploi qui œuvrent dans toute la France et qui créent des viviers de talents un peu partout. On pourra vous donner leurs coordonnées à l'issue de la table ronde. Marie-Agnès. Moi, je vais juste compléter, je suis complètement d'accord. Donc, c'est tout le pattern, en fait, qu'il faut modifier. Il y a des tas de solutions, je vais en citer un, donc je pourrais donner les coordonnées. C'est le réseau des GEC, Groupement d'employeurs d'insertion par la qualification. Si je veux recruter, et juste pour parler du handicap, alors il n'y a pas que des gens en situation de handicap, d'ailleurs là-dedans, il y a des gens très 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 éloignés de l'emploi. C'est un peu la philosophie de FAST. Fondation Agir contre l'exclusion. Voilà, donc ça c'est très efficace. Et sur les territoires, il y a des maillages extraordinaires qui sont faits, donc il faut aller à la rencontre de ces structures. Et juste pour parler du handicap, eh ben, il y a toujours encore aujourd'hui 2 fois plus de chômeurs en situation de handicap qu'autrement.
Et si on a plus de 50 ans, comme moi par exemple, moi je cumule, on est 2 fois plus encore au chômage longue durée. Allez chercher aussi ces viviers-là. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on ne sait pas utiliser un ordinateur. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on ne sait pas être geek sur un ordinateur. C'est des croyances qu'il faut absolument foutre à la poubelle. Je veux parler franchement. Parce que moi, je vois des gens qui galèrent à recruter et derrière, moi, des fois, je pousse des candidatures. Finalement, elle était bien. Oui, bien sûr. On parle compétences. Et en fait, c'est ce pattern-là qu'il faut changer. Il y a Pascaline, parce que c'est vrai qu'il faut répartir le temps de parole. Hein. J'aurais dû mettre un chrono au-dessus. Il y a Pascaline, pardon Quentin. Oui, pour revenir aux outils, par rapport à toutes ces régions qui recrutent, et surtout dans des régions où il y a, sur certaines villes, localisation des zones de plein emploi, la plateforme de l'inclusion, donc c'est un dispositif gouvernemental qui vous permet d'avoir la liste de toutes les entreprises adaptées, les ESAT, les PLI, les missions locales, les agences Pôle emploi, les structures d'insertion par l'activité économique comme ARES qui est dans la salle, qui en fait pourraient vous recommander des candidats. Donc c'est super intéressant de... Nous, on ne fait pas de doublon, on met en relation avec des acteurs locaux, comme disait Marie-Agnès. Deuxième possibilité aussi, il y a des acteurs qui ont développé des projets pour la mobilité interrégion. Passer d'une zone où il y a beaucoup de chômage à une zone de plein emploi pour des personnes qui, par exemple, viennent d'arriver en France et sont plus mobiles, ont moins d'ancrage familiaux ou amicaux, etc. Amicaux. Voilà. Donc, c'est 2 solutions qui peuvent être utilisées. Parce qu'après, ça sera le mot de la fin pour l'audience. Comment faire de l'inclusion? C'est soit du recrutement direct ou sur certains postes, on ne recrute pas directement. Donc, on fait travailler des EA, des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés. Il y en a 75 000 en France. Et déjà, vous pouvez en toper si vous allez consulter le site de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion. Ah non, c'est une autre. C'est une association qui s'appelle l'Inclusion, LINKLUSION, dont je fais partie. J'appelle ça avec beaucoup de sourire le club des joyeux entrepreneurs en situation de handicap. Et on est quasiment 1000 déjà dans ce groupe-là. Et là, vous avez des compétences à piocher. Alors après, les gens ils vont bosser en CDD, en mission ponctuelle. Ça dépend ce qu'on a à faire. L'inclusion avec un K. Avec un K. Alors comme je suis 10, merci madame, j'aimerais, pour conclure, il nous reste 1 minute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée disruptive à nous proposer, à nous partager sur le recruter autrement? On en a vu plein, mais est-ce qu'il y en a un qui a vécu une expérience de recruter autrement où s'est dit pourquoi ce n'est pas démultiplié en France? Personne n'a une idée disruptive? On n'aurait pas dû appeler ça innovation sociale ou sommet de l'inclusion. Non? Alors vous, c'est qui vous? Nous? Donc mettre du sport et des rencontres un petit peu informelles avec les membres du COMEX. Moi, ça me plaît. Une autre idée? Et on conclut pour de vrai. Pour de vrai, il nous reste 3 minutes chrono. Là. Oui, étant donné que je suis malade, j'ai besoin du micro. En fait, je suis Foiba Montero, je m'occupe du club Les Entreprises s'engagent dans le 92. Et en termes d'innovation sociale, on est en relation avec... une structure, en fait, la Ligue du rugby ou des sports. Ça s'appelle en fait le programme Le Stade vers l'emploi. Effectivement, on regroupe en fait des entreprises et des personnes donc, qui recherchent un emploi. Ils pratiquent le sport durant le temps. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Avec l'année de la Coupe du Monde de rugby des Paris 2024, c'est vrai qu'il y a toutes les structures qu'on n'a pas évoquées. Stade vers l'emploi, but vers l'emploi, sport dans la ville, passeport pour l'emploi, qui ont mis en place des dispositifs pour utiliser le sport comme vecteur d'insertion. Et il ne faut plus parler d'insertion. J'ai animé un salon ESS la semaine dernière. Ils auraient peut-être dû pas me faire confiance sur ce coup-là. Il faut parler plutôt de salariés en transition professionnelle. Ce serait que le mot insertion est galvaudé. Donc le mot inclusion, il est un peu vague. Voilà, il faut réfléchir, je pense, à un autre verbatim. En tout cas, merci à tous. On a tenu la montre et ceux qui veulent rester peuvent rester, je crois.